On passe à l'invité de ce jour. On va s'intéresser toujours à la situation des États-Unis, évoquer justement les racines du racisme. Nous allons en parler tout de suite avec le docteur Théo Bito. Docteur Théo Bito, qui est un conseiller internationaliste et enseignant-chercheur des universités. Docteur Bito, bonsoir. Bonsoir, Samuel. Alors, il faut rappeler que vous êtes, comme je le disais, enseignant-chercheur des universités. Vous êtes d'une part diplômé de fin du 3e cycle de l'école de droit de l'université d'Austin, au Texas, et d'autre part de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous détenez également un certificat sur le règlement du contentieux arbitral international de l'université de Leiden aux Pays-Bas. Vous détenez aussi un diplôme de 3e cycle de l'université de Lomé, arbitre commercial et d'investissement. Vous collaborez avec plusieurs centres d'arbitrage. Vous disposez d'une expérience avérée auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre du commerce international de Paris. Vous êtes aussi spécialiste des négociations privées et publiques des contrats de construction FIDIC et du commerce international, et vous jouissez d'une très longue expérience dans la structuration et le montage de partenariats publics privés, des grands projets. Vous êtes donc, c'est sur votre volet internationaliste qu'on vous interroge là sur la situation des États-Unis. Vous suivez ce qui se passe là après la mort de cette Afro-américaine, 46 ans, tuée par un policier blanc. C'est révélateur du racisme aux États-Unis. Oui, Samuel, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez d'échanger sur ce sujet avec vous. Et exprimer également, comme la plupart des gens, ma tristesse vis-à-vis de cette situation. Et au-delà, me poser également une question. Pouvez-vous me dire un pays dans lequel le noir n'est pas victime de racisme? Il n'y a pas un seul pays au monde où le noir n'est pas victime de racisme. Donc, ça s'est passé il y a un mois, je crois, en Chine. Oui. Où le noir a été maltraité. Et chaque jour, à l'instant où même je te parle, il y a sûrement des noirs quelque part en train de subir le racisme, la violence, la torture, tout ce que tu veux. Et la question se pose alors, pourquoi? Et je n'ai qu'une seule réponse: puissance. Puissance. Nous n'avons pas la puissance. Nous n'avons pas la puissance économique. Nous sommes un peuple faible. Nous sommes une race dominée. Et aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes, tout ce qui se joue, c'est la puissance économique. Tant que nous, les Noirs, nous n'arrivons pas dans une situation où nous avons une puissance économique. Nous avons une puissance économique, je le précise encore, nous serons toujours maltraités. Un Noir, partout où il est dans le monde, est victime de racisme. La Chine, il y a quelques années, avait été victime, les Chinois étaient victimes de ces formes de maltraitance, d'humiliation et toutes les formes. Aujourd'hui, la Chine s'est fait respecter parce qu'elle est devenue une puissance économique. C'est un défi, ce qui se passe aujourd'hui est un défi pour nos intellectuels, un défi pour nos autorités, pour nos leaders. L'Afrique a besoin de leadership. Vous prenez un continent qui est le plus riche du monde, une population immense. Je voudrais prendre une pause pour vous dire que la plus grande richesse d'un pays ou d'un continent, c'est la population. Oui. La population, c'est la matière grise. On connaît des pays dans ce monde qui n'ont rien absolument comme sous-sol, dans le sous-sol, mais qui sont extrêmement riches. Nous avons tout ça là. Aujourd'hui, nous avons une zone économique large. Nous pouvons nous autosuffire. Mais la question, pourquoi nous sommes dans une situation où nous sommes maltraités, nous sommes humiliés, nous sommes traités moins que des hommes? Derek, le policier, n'est le policier qui a été à l'origine de la mort de Floyd. Ce n'est qu'une infime réalité de ce qui se passe réellement dans le monde contre le noir. Oui, les gens étaient frustrés. Mais je voudrais vous calmer pour vous dire que ça s'est toujours passé. Ce n'est pas nouveau. Ce qui se passe, ce n'est pas nouveau. Mais là où, docteur Bito, là où ça choque, c'est que
Nous sommes aux États-Unis, un pays qui se revendique comme une grande nation de démocratie, de respect des droits de l'homme et qui n'hésite pas à donner cette leçon aux autres nations du monde. Oui, mais il y a une chose que vous oubliez. Il y a un reliquat de l'esclavage. Les relations entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis s'améliorent, certes, mais elle n'a pas encore arrivé à un point où elle est parfaite. Mais je reviens encore au facteur économique. En ce sens qu'aux États-Unis, vous avez constaté avec le corona, il y a eu plus de décès Chez les Noirs, que chez les Blancs. que les Blancs. Et ça s'explique simplement pourquoi. C'est la pauvreté. Ouais. Les Noirs n'ont pas les moyens de prendre des plans de santé, l'assurance santé, tout ce que tu veux. Ils mangent dans les fast-food, ils ne mangent pas bien. Donc, tout ça revient à l'économie. Et quand on parle de Noirs, il faut que les gens comprennent que la plupart des groupements, la plupart des races, ont su organiser leur puissance économique autour de leur race. Ont su avoir des banques, ont eu des structures. C'est l'Africain qui te parle de l'universalité. Cette histoire d'universalité de Senghor. C'est quoi l'universalité? On ne fait l'universalité qu'entre des gens égaux. Senghor parle de l'universalité. Elle est où? Il nous a parlé de la négritude. C'est quoi la négritude? C'est des auteurs, m'excusez, mais qui nous ont orientés sur des choses farfelues. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de la tigritude. Nous avons besoin de la tigritude de Yolo Senka. Nous avons besoin de bâtir notre économie. Nous avons besoin de bâtir des richesses. Nous avons besoin de leaders capables. L'Afrique doit avoir des leaders capables. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de leaders capables. Il nous faut des leaderships. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez un sous-sol immensement riche. Et je dis que moi, personnellement, la richesse du sous-sol n'est pas la richesse de l'Afrique. C'est notre jeunesse qui est grouillante. Nous sommes aujourd'hui, selon les chiffres, 1,2 milliard d'habitants. Oui. En 2050, on nous a programmé être à un chiffre très élevé. Mais vous avez la population pour manger, pour s'habiller, acheter des frigos, acheter tout. Qu'est-ce qui vous manque? Créer les industries. Aujourd'hui, on est en train de parler de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale. Oui. Donc, ça veut dire que nous, les Africains, si on s'entend, on peut dominer le monde. On peut changer le nouvel ordre économique. Nous pouvons être à l'origine du nouvel ordre économique. Mais, c'est triste. Vous savez, ce que les gens ne savent pas, je voudrais revenir là-dessus, ceux qui ont bâti les États-Unis, ce n'est pas des pauvres. C'était de très riches fermiers qui ont accepté, sacrifier tout ce qu'ils avaient pour que les États-Unis naissent. Ils sont, à la fin, ils ont été traqués, même tués. Certains sont devenus très pauvres pour pouvoir bâtir cette nation dont on parle aujourd'hui. En Afrique, quand nous avons un minimum qui nous a été d'une manière ou autre toléré, nous sommes confortables dans notre salon, on regarde les autres, c'est eux les pauvres, et on est à l'aise. Mais les gens ont compris que la place la plus importante au monde à être, c'est devenir un éternel. Vous devenez un éternel. Aujourd'hui, nous parlons de Washington, nous parlons de César, nous parlons des gens. C'est des gens qui ont compris le sacrifice pour leur peuple. L'Africain doit comprendre ça. Tant que nous n'arrivons pas à acquérir la puissance économique, qui vient avec tout le reste, nous allons être traités de cette manière tout le temps. Quand quelqu'un vous voit, vous n'êtes que la pauvreté. Vous pouvez être le plus important de votre pays. Nous avons vu certains de nos présidents qui sont allés aux États-Unis, par exemple, qui étaient assis comme des inconnus. On ne les regardait même pas. Voyez-vous? C'est parce que nous n'avons pas la puissance économique. Au lieu que les gens se focalisent sur ce que j'appelle le hocus-pocus. Et le hocus-pocus, c'est des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Par exemple, des choses qui n'ont pas d'intérêt. On doit se focaliser sur la puissance économique. L'Afrique a l'obligation d'aller à la puissance économique si elle veut se faire respecter. Alors, quand vous parlez de puissance économique, vous avez donné l'exemple de la Chine qui se fait respecter aujourd'hui parce qu'elle est devenue cette puissance économique qu'on connaît. Mais la Chine ne s'est pas
construite en un seul jour. Ça veut dire que le mal, le racisme, la ségrégation, disons même une sorte d'apartheid, ça va continuer aussi longtemps qu'on ne se réveillera pas. Je te dis, vous savez, je crois que nous, les Africains, nous avons un problème. Quand Sarkozy a dit au Sénégal, l'Africain n'est pas bien entré, n'est pas assez rentré dans l'histoire, nous avons été les premiers à le condamner. Quand Trump a dit, vos pays sont des pays de merde, nous avons été les premiers à le condamner. Mais regardez vous-même, qu'est-ce qu'on est? Regardez vous-même, est-ce qu'on n'est pas des pays de merde? On est des pays de merde. Regardez, est-ce que l'Africain aujourd'hui rentre dans l'histoire? À part surfer sur le plaisir, nous sommes dans des histoires futiles. On n'est pas sur les choses, les grands pensées. Les gens sont aujourd'hui, ils projettent dans les 100 ans, 200 ans. Ils sont en train de projeter ce que leur pays va être. Nous projetons sur quoi? Nous sommes là en train de prendre du plaisir. Nous faisons des choses qui n'ont pas d'importance. Mais on ne peut pas réussir. Nous serons toujours traités de la même manière qu'on nous a traités. Regardez, une histoire de confiance. Les gens même ne font pas confiance à leur intellectuel. Les gens prennent, dans nos pays africains, les gens prennent du boulot, ils envoient ça chez les Blancs, qui revient ici, les Blancs nous renvoient ça. Nous, on traite, on renvoie ça aux Blancs, les Blancs leur renvoient ça ici. Ils n'ont même pas confiance. Les travaux intellectuels, par exemple, si je prends n'importe quoi, qui peut être seulement fait par quelqu'un qui connaît le territoire. Ils prennent ça, ils envoient au Blanc, ils donnent le contrat au Blanc, le Blanc le ramène ici, il donne ça à un Noir, qui le fait, le Noir renvoie ça au Blanc, le Blanc le renvoie ça ici. C'est comme ça, dans plusieurs secteurs. Mais comment vous voulez construire une expertise locale si ça se passe comme ça? Voyez-vous, il y a tellement de choses que nous faisons. Laissez cette histoire-là que les Blancs nous empêchent d'évoluer, les Français, les gens... C'est pas un discours dans lequel moi-même je me plais beaucoup. Nous avons volontairement refusé de faire. Nous avons volontairement refusé de faire. Et quand tu as... Regarde, soyons honnêtes, dans ton quartier, toi, peut-être que tu respectes les gens, mais les gens ne respectent pas les pauvres. On ne respecte pas un pauvre. Charles, bon, ça s'est passé là-bas, oui. Comment est-ce que nous-mêmes nous traitons les Africains? Comment nous, les Africains, on se traite nous-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas pire que ce qui s'est passé aux États-Unis en Afrique? Il y en a pire. Tant que nous ne comprendrons pas la valeur de l'Africain, la puissance de l'Africain, nous ne comprendrons pas la capacité de l'Africain, nous ne comprendrons pas la richesse de l'Africain. L'Afrique a une histoire riche. Tant que nous ne la comprendrons pas et nous commençons à capitaliser là-dessus, nous serons dans la situation dans laquelle nous sommes. Les gens vont faire pire. Vous savez, chaque jour, si vous surfez, vous allez voir, au moment où nous vous parlons, la dernière fois au Maha même, il y a eu des histoires bizarres. Chaque jour qui passe, le noir est humilié partout. Pourquoi il y a de cela 40 ans, 50 ans, le Chinois était humilié comme ça, il n'est plus humilié aujourd'hui? C'est parce qu'il a l'économie. Il est devenu une puissance. L'Afrique a tout là-bas versé. C'est le leadership qui n'est pas là. Mais comment on parvient à cette puissance? Parce que c'est vrai qu'on parle de l'Afrique. Mais l'Afrique n'est pas un tout. L'Afrique, c'est la somme de 54 pays dirigés par 54 chefs d'État et de gouvernement avec des visions très différentes qui ont beaucoup de difficultés à s'entendre dessus. Ils ne s'entendent que pour ne pas s'entendre. Comment vous parvenez à cette puissance dans ces conditions? Est-ce que l'union ne fait pas la force? On a tenté l'Union africaine, on sait là où elle est aujourd'hui. Vous savez, quand vous faites le jeu des autres, est-ce que l'Africain actuellement, qu'il soit va au marché, va dans un bureau ou cela, tout ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons pour nous? Nous le faisons pour l'extérieur. Les gens font de l'agriculture ici, ils visent l'extérieur pour aller vendre l'agriculture. Mais vous avez des gens qui peuvent manger ici. Vous avez 1 milliard 200 millions d'habitants en Afrique. Pourquoi vous ne faites pas des choses pour l'Afrique? Nous avons ce problème-là. Tu as un diplôme, quand tu dis Université de Lomé, les gens te regardent bizarre. Mais dis que tu viens de London, Université de London, les gens t'apprécient. Pourquoi nous n'apprécions pas ce que nous avons? Pourquoi nous ne respectons pas nos frères? Nous n'avons pas la confiance en nos frères. Pourquoi nos frères sont nos ennemis? Et les autres qui ont intérêt. En fait, il faut pas. Le blanc, pour moi, ce n'est pas une histoire de racisme, je l'ai déjà dit. C'est une histoire de domination. Qui domine l'autre, le traite comme il veut. Ça a été vrai par le passé. Les gens peuvent te dire tout, c'est le racisme, on n'aime pas les Noirs.
Mais des Noirs, fais une Afrique très riche et très puissante, tu vas voir que les gens vont nous aimer. Parce que cette histoire de différentes races remonte au XVIIe siècle. 17e, avant les Noirs et les Blancs vivaient sans problème. 17e ou 16e siècle, je ne sais plus. Mais ils vivaient en harmonie. C'est parce que, tout simplement, un jour, les gens, des auteurs, c'est ça le problème, des auteurs ont écrit des histoires sur l'infériorité des races. Et ça a commencé là. Aujourd'hui, nos auteurs nous écrivent quoi? Moi, j'interroge même nos intellectuels. Quelle est la place de l'intellectuel dans cette Afrique? Quelle est notre place en tant qu'intellectuel? Qu'est-ce que nous faisons? À part avoir une jolie voiture, une jolie maison, des maîtresses. Et puis bon, on voyage, on va, on revient. On est malade, on va se faire soigner à l'extérieur. On revient voir les autres malades dans le pays. Et bon, quand ils sont malades, ils vont dans des endroits qui ne sont pas bien. Qu'est-ce que nous, les intellectuels, nous faisons? C'est ça la question. Nous sommes trop émotionnels. L'émotion n'a plus sa place. Oui, nous sommes émotionnels. Quand il y a un problème, posons le problème. Réfléchissons aux solutions et avançons. C'est ça. C'est l'économie. Si quelqu'un te dit autre chose, parce que si le gars, Floyd, était quelqu'un de riche, je vous assure qu'on ne l'aurait pas traité comme ça. On ne l'aurait pas traité comme ça. Mais malheureusement, comme pauvreté rime avec noir, il y a des professeurs de Harvard University, des gens qui sont très éduqués, qui ont été victimes de racisme. Ils allaient juste ouvrir leurs portes parce qu'on les a vus dans un quartier de blancs. On appelle la police tout simplement. Ah, celui-là, il y a un noir qu'on a vu dans notre quartier. Et on vient les prendre. C'est après qu'on dit, mais celui-là, c'est celui-là. Donc, il y a cette histoire. Moi-même, je peux vous raconter des histoires dont j'ai été victime personnellement. Simplement parce que je suis noir et on m'a dit, noir, je suis pauvre. C'est la pauvreté. La Chine, je le répète, c'est collé à la peau. C'est collé à la peau. Quand c'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes là et il y a un voleur, il y a quelque chose qui disparaît, la première personne qu'on soupçonne, c'est le plus pauvre. Voyez-vous, notre problème, si la solution se trouve où? Dans le développement économique. L'autre là disait, Sun Tzu, l'art de la guerre, disait, si tu connais ton ennemi et que tu ne te connais pas, à chaque bataille, tu auras soit une victoire ou un échec. Si tu ne te connais pas, que tu ne connais pas ton ennemi, tu échoueras chaque jour. Mais si tu te connais et que tu connais ton ennemi, tu seras gagnant tout le temps. Les autres races nous connaissent. Nous, on ne se connaît pas, on ne les connaît pas. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on puisse gagner? Nous devons apprendre à refaire les choses. Nous devons apprendre à rentrer dans l'histoire, comme on dit. Ce que vous évoquez là est très profond. Et par où on commence? Quel bout on tient? Puisque quand on prend l'Afrique aujourd'hui, dans tous les domaines, il n'y a pas de domaine où elle excelle. Oui. Éducation, santé, culture, quel que soit le domaine économique, il n'y a pas de domaine où l'Afrique excelle. Et tout est prioritaire. Comment on commence? On commence par l'éducation de qualité. Vous savez, je crois que c'est en Suède ou c'est en Finlande, l'un des rois qui a rendu la Suède ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le roi qui est venu. Il était presbytérien, je crois. Il était luthérien. Et en tant que luthérien, Luther avait proclamé la connaissance. Il a dit que tout le monde devait savoir lire la Bible. Parce que le clergé dans le temps disait que c'était seulement le clergé qui devait lire. Oui. Et lui est venu, après avoir eu les enseignements de Luther, il est venu, il a dit non, écoutez, je veux que tous mes compatriotes sachent lire. Donc tout le monde lisait, a appris à lire pour pouvoir lire la Bible. Donc ça s'est enchaîné, ils ont fait de l'éducation un élément important. Parce que l'éducation, la bonne éducation, qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui? La bonne éducation. C'est-à-dire que nos écoles comprennent que chaque homme porte en lui la chance de l'humanité. Valoriser l'être humain. La question de l'éducation, vous avez, quand vous prenez par exemple notre système éducatif, c'est encore la réminiscence du système colonial, parce qu'eux, ils voulaient former un certain nombre de personnes pour travailler, ils l'ont fait, et c'est ce que nous continuons d'appliquer aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui nous rendent, j'allais dire, autonomes, indépendants, créatifs, non. On est dans ce même système dans lequel on nous a moulus. Samuel, qu'est-ce qui nous empêche de créer notre propre modèle d'éducation? Il y a des modèles là-bas qui marchent. Pourquoi nous sommes, par exemple, en tant que Togolais, nous sommes collés au modèle français? Pourquoi? Regarde, par exemple,
La France et le Togo, par exemple, je prends le cas. La France est très loin du Togo. Oui. Nous formons nos étudiants comme on forme les Français. Et nous savons les failles du système français. Nous ne le corrigeons pas, nous nous contentons de les former comme on forme en français. Les livres que nous lisons pour former nos étudiants, c'est les livres français. Est-ce qu'il n'y a pas des auteurs africains? Aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi nous ne pouvons pas changer de démarche? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est que nous avons abandonné, c'est tout. Nous avons abandonné et de faire. Nous ne voulons pas la difficulté. Nous voulons les choses simples, les choses faciles. Mais les choses faciles n'ont jamais payé. Elles te rendent même esclave. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu prends, il y a des inventeurs qui n'ont jamais vécu de leur invention, mais dont le nom, qui sont rentrés parmi les immortels. Oui. Tu vois? Et l'autre facette du problème, revenons un peu au problème du racisme, et je vais vous montrer l'aspect économique de la chose. Vous savez, il y a une loi qui existe toujours, qui date du temps, longtemps, qui dit que lorsque vous travaillez pour quelqu'un, aux États-Unis, vous travaillez pour quelqu'un, lorsque vous inventez quelque chose, c'est pour lui. Oui. Ça fait que ce que les Noirs, les inventions que les Noirs ont fait dans la plupart de ces secteurs, on a écrit le nom de leur boss là-dessus. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas dans une logique où on accuse une race contre une autre. Je suis dans une logique où notre race, on doit s'accuser de nous-mêmes. On ne prend pas conscience de nous-mêmes. Les autres n'ont pas l'obligation de venir s'occuper de nous. Ils n'ont pas cette obligation. C'est ça aussi le problème de l'Afrique. Elle pense qu'elle doit avoir la pitié des autres. Non. Les autres doivent l'aimer et tout. Alors qu'elle doit se rendre compte qu'on ne l'aimera pas. C'est à elle de s'affirmer. Absolument. J'ai parlé de l'absurdité de, comment on appelle, de l'universalité de Senghor. Oui. C'est quoi l'universalité? On ne parle d'universalité que lorsque les gens ont les mêmes valeurs, les mêmes forces. Est-ce que l'autre n'a pas dit, comment on appelle, Mandela a dit que seul un homme libre négocie. Oui. Vous parlez de l'universalité, de la négritude. C'est ça, les conséquences. On nous dit danser, au même moment on danse, les autres ne dansent pas, ils travaillent. Nous sommes en train de danser. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de danser. On danse pour les faire plaisir. Les gens, aujourd'hui, avec moi, ma capacité, mon niveau, si on offre, il y a un contrat dans ce pays, et un blanc qui n'a même pas fait la moitié de l'école que j'ai fait, qui n'a même pas, on lui donnera ça. On ne va pas me le donner. Pourquoi on va te le donner? On ne va pas te le donner. C'est un sentiment d'infériorité intégré en nous. Il y a ce complexe-là qu'il faut travailler aussi. Il faut travailler ça. Et ça passe, tout ça, là, ça passe par l'éducation. Parce que l'éducation apporte l'information. Les gens doivent être éduqués. Vous savez, la Chine a fait ça. En ce moment, quand la Chine était dans notre situation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé plusieurs de ces jeunes dans les pays européens et américains, tout ça là, pour se faire former. Et quand ils se sont formés, elle a fait un appel au retour. Ces gens-là qui viennent là, avec les connaissances, qui rentrent dans le pays, ont désactivé. Aujourd'hui, la Chine n'a aucun complexe. Les États-Unis sont très puissants, mais la Chine n'a aucun complexe. Nous devons comprendre que ce n'est pas une histoire de... Aux États-Unis, oui, il y a le racisme. Le racisme, il existe parce que les lois même américaines n'ont pas été, comment on dit, n'ont pas été, c'est-à-dire officiellement, il n'y a pas une politique de racisme. Mais des lois existent qui défavorisent les Noirs. Oui. Et puis dans la tête des gens, il y a cela également. Mais je vous rassure, si le Noir avait la capacité économique, il avait la puissance économique, je vous rassure qu'on n'aurait même plus parlé de racisme. Parce que ce serait en prison, on aurait en prison 2 personnes qui se respectent. On n'a pas le respect des gens parce que nous sommes pauvres. Et l'Afrique a la solution de ce problème-là. Nous pouvons tout dire. Si nos responsables, nos leaders veulent devenir des immortels. L'immortalité, ce n'est pas combien de milliards tu as amassé sur ton compte. On a vu des présidents. Mobutu a amassé des milliards. Aujourd'hui, à peine les gens en parlent. Il y a Sankara, par exemple, qui n'a pas amassé d'argent. Les gens en parlent aujourd'hui. Oui. Voyez-vous? Il ne faut pas être contre les autres races, mais faire le bien pour ton peuple. C'est ça de quoi nous parlons. Faire le bien, développer ton peuple. Demain, quand tu es retraité en tant que leader, tu es assis dans ton fauteuil, tu regardes, tu dis, mais ça, je l'ai fait. Tu vois? Et tu es en paix avec toi-même. C'est ça. Ce n'est pas... L'argent, on l'aime tous, mais ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, c'est de créer autour de toi le bien-être. Créer autour de toi
C'est-à-dire faire respecter ton pays, ton Afrique. Comment tu te comportes en tant qu'Africain. Parce que ce que tu fais ici, en tant qu'Africain, si moi, quand je suis aux États-Unis ou dans un autre pays, ça m'affecte parce que les gens t'ont vu sur Internet te dévaluer. Je suis dévalué parce que nous avons la même peau. Donc, pour moi, il faut que les gens comprennent que notre objectif, si on veut s'en sortir, c'est de créer une puissance économique africaine. Nous avons tous les éléments pour le faire. Le choix est entre nos mains. Docteur Théo Bito, on est à la fin de cet entretien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller internationaliste et enseignant-chercheur des universités. Nous observons tout de suite la pause et après, c'est regards croisés.